Alors j'ai un parcours de musicien un peu conditionné par la famille, parce que ma mère était prof de piano. Ma mère avait mis d'autorité ma grande sœur au piano à l'âge de 8 ans. Et puis à mon tour, quand j'avais 8 ans, je vais le faire, mais c'était pour moi un truc de fille. Une espèce de révolte virile, stupide à vrai dire. Et donc vraiment j'ai fait aller mes doigts comme un automate en rechignant, véritablement en rechignant d'aller au piano. Et puis un jour quand même, je crois que c'était un petit prélude de Kabalevski, compositeur mineur russe, stalinien russe, quoi, de médiocre importance, et qui écrivait des petits trucs pour enfants assez comiques. Et à un moment, il y avait 2 accords, et j'ai eu l'idée de changer l'ordre d'apparition des accords. Plutôt que faire une cadence, je sais pas, du 2e au 3e degré, j'ai écouté ce que ça donnait en renversant la ligne du temps. Et tout d'un coup, c'était très beau, et ça m'appartenait. Et j'ai continué alors à détruire la partition, à couper un morceau, imaginairement bien sûr, hein, pour me mettre un petit peu dans la peau du compositeur. Et donc j'avais attrapé le virus de l'improvisateur, si vous voulez. C'est quelqu'un qui veut savoir quand même comment ça marche la musique, et tutoyer la musique, si je puis dire. Plutôt que vous voyez des compositeurs dont on vous dit toujours qu'ils sont grands, importants, qui appartiennent à des époques héroïques, dont on serait indigne. Non, c'est tutoyer la musique et donc aller voir comment c'est fait. En vacances, ma mère passait un disque, c'était un concerto pour corps de Haydn. Alors un concerto pour corps, il faut imaginer, c'est tout ce qu'il y a de moins marrant, parce que le corps a un registre très bas, un registre brillant, des possibilités techniques un peu limitées, et donc un concerto pour corps, ça fait c'est quelque chose un petit peu rébarbatif, quoi, un peu boueux. Et donc je dis à ma mère que cette musique est très laide, qu'il n'y a rien à écouter, que c'est pas beau. Elle me dit, oui, mais c'est parce que tu n'écoutes que la voix principale, il faut écouter les voix en dessous. Et tout d'un coup, la foudre me tombe sur la tête, véritablement. C'est une révélation à la Pascal, une conversion. Tout d'un coup, j'entends, en effet, qu'il y a une épaisseur musicale, en tout cas dans la musique occidentale savante, qu'il y a des couches, et alors qu'en fait, que l'attention peut arrêter de se focaliser sur la mélodie, sur la voix principale, mais se promener dans l'épaisseur du tissu polyphonique et découvrir des choses un peu à notre guise, aller écouter les contrebasses, aller écouter les altos, aller écouter les clarinettes, et puis revenir à la voix principale, et donc perdre et gagner. Et donc c'est toute l'expérience de ce que c'est vraiment le sujet mélomane, qui est un sujet fracturé d'une certaine manière, qui s'intéresse à ceci, mais du coup vers cela, puis veut réécouter, n'arrive jamais à tout capturer, n'arrive jamais à tout entendre. Et donc je suis entré dans la mélomanie, si vous voulez, à partir de cette indication. Il ne faut pas écouter que la voix principale. Des moments particuliers qui sont restés longtemps opaques à moi-même. Je dois dire, c'est après, notamment avec la psychanalyse, que j'ai réalisé que j'avais eu des chocs musicaux. Je sais que c'était constitutif de mon désir de vivre, et qu'il ne fallait pas trop m'en éloigner, sous peine de gros dégâts. Si je me souviens bien, moi je suis entré dans ce collège, j'avais déjà plus de cours de musique. Il y avait déjà eu, quand même, je crois, le grand balayage des pratiques artistiques dans les collèges. Mais il y avait quand même par contre un prof, alors comment il s'appelait, Pironnet, dont je me souviens bien, qui était très sympa, qui était un peu différent des autres. Il y a toujours comme ça dans les collèges le prof aimé, le prof vers lequel les élèves ont une sorte de respect, d'affection particulière. Et lui, il organisait toujours des... Comment il appelait ça? Des concours de la musique ou des fêtes de la musique, en 2 ou 3 rounds, où il s'agissait de soumettre à concours une petite prestation musicale, puis d'être gardé pour la finale, ou nominé, comme on dit maintenant, et puis alors éventuellement participer à la finale. Et on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait faire des chansons pop, ou jouer son petit morceau d'académie, c'était comme on voulait. Et moi j'ai toujours présenté des trucs. Je sais qu'à une des années, j'ai vraiment composé pour la circonstance. Après, je ne suis pas resté compositeur. C'est une virtualité, disons, que je n'ai pas creusée. Mais enfin, comme un honnête musicien classique, c'est un peu mon idéal comme ça. L'honnête musicien du XVIIe ou du XVIIIe siècle, c'était quelqu'un qui savait accorder son instrument, improviser une basse chiffrée, trousser un petit morceau, improviser ses ornements, son ornementation, parler de musique, enfin bon, d'être un peu... Il ne s'agissait pas d'être un génie, et c'est d'ailleurs jamais agi pour moi d'être génial, de me comparer au génie.
aux gens que j'admire le plus, mais d'être familier avec tous les aspects du musical. Donc j'ai touché à l'occasion à la composition et ça m'avait bien plu, quoi. À l'époque, il y avait un certain cérémonial même qui entourait la fin des études de l'Académie de musique. On appelait ça faire sa médaille. Bon, c'est un monde englouti, hein, mais qui déjà me paraissait englouti, qui déjà me faisait rire à l'époque. Mais je le faisais quand même. C'était mon destin de faire ma médaille, la médaille du gouvernement en plus. Donc c'était une horrible médaille en plâtre qu'on recevait pourvu qu'on réussisse correctement l'examen de 10e année d'instrument. Donc j'avais fait les 10 années de piano. Et j'ai joué quand même des trucs un peu colosses, quoi, des préludes des fugues de Bach, une suite de Bartók qui était difficile, une étude de Stravinsky, des choses comme ça. Et cette médaille en plâtre est parvenue jusqu'à mes tiroirs. Et donc ça coïncidait avec la fin du collège, donc j'ai dû décider. C'était un moment, un trouble de conscience assez difficile. J'étais assez intéressé quand même, je dois dire, par la chose intellectuelle. La philosophie, la psychologie. J'avais une vague idée d'un intérêt pour la psychanalyse, qu'en effet j'ai creusé assez considérablement après. Mais bon, bref, j'aurais bien fait psycho, quoi. Le conservatoire, c'était quand même une institution un peu plus vieillotte. C'était à Bruxelles, donc il fallait continuer à habiter chez les parents. Tandis que j'avais visité des facs, notamment Louvain-la-Neuve. C'était quand même beaucoup plus sexy, puisqu'on vivait dans des côtes avec des filles et tout, donc ça me paraissait quand même beaucoup mieux. Et donc c'était difficile à choisir. Mais finalement, j'ai fait la musique parce que les dernières vacances, derniers jours de vacances, vraiment, pendant les grandes vacances qui ont suivi la fin du collège, donc, je suis retombé sur des musiciens. Et encore une fois, ce charme m'a opéré, des gens qui vivaient vraiment avec la musique et qui avaient tout ce que j'aimais bien aussi. Ce n'étaient pas seulement des gens qui étudiaient leurs petits morceaux, mais qui savaient improviser, qui accompagnaient des chansons. Il y avait une fille qui apportait sa flûte au bistrot. Qui lançait l'ambiance comme ça. Tout ça me plaisait beaucoup. Il y a un poème en prose de Baudelaire comme ça qui s'appelle L'Évocation, où il évoque des enfants très précocement sont charmés par des choses. Et celui qui est charmé par l'infini du ciel, et qui évoque une vie avec Dieu. Il y a celui qui est charmé par l'odeur de sa bonne et qui évoque une vie avec les femmes. Il y en a un troisième, je ne sais plus quoi. Et puis le dernier, finalement, il est charmé parce qu'il a suivi des gitans qui avaient démonté un cirque, et il a été voir, et il jouait une musique si belle, à fendre l'âme, et puis il changeait tout le temps de pays. Et bien finalement, c'est ça que le gamin attrape comme désir d'existence. C'est très beau, Baudelaire dit alors, et j'avais l'impression d'avoir rencontré un frère à moi-même inconnu, en volant, qui ne passera pas son temps à chercher, il s'amuse dans les nuages. C'est un magnifique poème. Et ainsi les 4 enfants se séparèrent, chacun courant après la gloire ou le déshonneur, scandalisant ses proches. Enfin bon, je ne sais plus comment ça va. C'est un très beau poème, et j'avais un tout petit peu ça quand même, donc être un musicien. Et donc je me suis inscrit au conservatoire. Là j'ai un peu déchanté quand même, c'est pas toujours drôle le conservatoire. J'avais trouvé surtout qu'il y avait beaucoup de gens peu passionnés finalement. Mais enfin c'est pas grave, j'ai travaillé vite. Il faut toujours travailler vite dans la jeunesse, il faut être toujours très très rapide. Pierre Boulez, le fameux chef d'orchestre et compositeur, disait ça aussi, on s'attarde souvent trop longtemps auprès de ses profs. En principe, on peut pomper le savoir d'un maître, s'il est généreux suffisamment, 3-4 jours. On comprend ce qu'il a à donner. Éventuellement, en 3-4 mois, bon, stationner 5 ans auprès d'un prof, c'est devenir l'esclave de sa cour, peut-être. Il ne faut pas faire ça, il faut apprendre très vite. Donc j'ai fait mon premier prix de solfège en première année, premier prix de piano la deuxième année, puis j'ai fait un peu de musique de chambre, et puis j'ai commencé tout de suite une vie professionnelle. Alors Ictus, c'est un ensemble de musique contemporaine qui est né il y a une vingtaine d'années, très fort autour d'un phénomène d'amitié. C'est d'abord un spectacle en fait, de chorégraphe Wim van de Kebus, qui a fait un spectacle, il avait besoin d'une douzaine de musiciens. On se connaissait, bon, on s'est retrouvés, et il y a eu une tournée particulièrement intense, quelque chose de fiévreux, de drôle, comme ça peut arriver quoi, dans la jeunesse, où tout d'un coup, c'est la folie, quoi.
C'est ça que je veux faire toujours. Plus jamais rentrer à la maison et toujours faire ça. Et suite à cette tournée, donc le spectacle était terminé, adieu aux danseurs et les danseuses, mais entre musiciens, on est restés ensemble, on s'est dit il faut continuer quelque chose, peut-être sous une autre forme, pas nécessairement faire de la musique de spectacle, pourquoi pas des concerts de musique écrite. Et on l'a fait, si vous voulez, à nos frais. Très peu de temps, quoi, quelques semaines, on a monté des concerts, sans trop savoir comment on allait le financer, et très vite, on a eu la chance d'avoir un gars, Lucas, qui avait travaillé pour le Festival des Flandres et qui a proposé de quitter son job pour être manager. Voilà, comme dans les contes de fées. Moi, ce que je voulais aussi, c'était avoir un lieu, parce que j'ai tout de suite senti que rester à la maison, c'était pas bon pour un musicien. Rester à la maison près de son téléphone, attendre qu'on vous appelle, c'est quelque chose d'horrible. Il faut trouver un endroit pour travailler. C'est le lieu et la formule de Rimbaud. Trouver un endroit où on peut travailler, mais aussi on n'est pas obligé de travailler. Un endroit où aussi on peut étudier, par exemple, ou lire sur la musique. Et tout de suite, tout ça s'est mis assez correctement. On a trouvé des petits bureaux, des petits studios et une subvention, bien sûr, pour payer tout ça. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Ça fait comme ça, vite. Et peut-être que ça a été vite parce que c'était des années plus faciles qu'aujourd'hui, peut-être, et peut-être pas. Peut-être aussi parce qu'il y avait une intensité du désir et de l'amitié, et on était prêts, mais vraiment à forcer le sort. Nous nous sommes rendus compte, finalement, qu'on n'était pas obligé de faire toujours des concerts comme au XIXe siècle, avec le format typique de l'heure et demie ou des 2 heures avec une pause, ne pas bouger, accumuler 2 ou 3 pièces, faire une pause, reprendre. On peut faire d'autres choses et qu'il y a un répertoire qui permet et qui demande de faire d'autres choses. On pense au jazz par exemple, il y a des gens qui peuvent jouer pendant 2 heures sans s'arrêter. Ou au rock, on accumule des formats très courts, des chansons de 3-4 minutes. Tout ça fait qu'on peut s'interroger aussi sur le format de la musique classique. Il y a des compositeurs américains comme Morton Feldman qui dans les années 60, 70 ont écrit des pièces de 3-4 heures qui demandent alors aux auditeurs un autre type d'écoute. Il faut les mettre par exemple sur des matelas, dans des transats, ou sur des coussins, pour ouvrir un autre type d'écoute. Et on peut aussi faire des concerts flash, des concerts très courts. Ça m'est déjà arrivé de faire des concerts avec une pièce de 12 minutes par exemple, mais qu'on joue plusieurs fois. Alors on la joue d'abord une fois comme ça, tout à trac, et intégralement, avec tout l'effet un peu d'opacité que ça peut produire sur le public. Puis j'interviens, je fais un commentaire éventuellement sur les implications poétiques de l'œuvre, aussi sa facture technique, éventuellement comment c'est fait dans le temps, comment c'est distribué dans le temps, donc les ressorts formels de l'œuvre, et avec mes camarades qui montrent au violon, au bois, à la flûte, comment ils jouent. Éventuellement, je lis des textes. Et une fois que ça est fait, je m'en vais et les copains rejouent la pièce, qui est cette fois-ci réécoutée, mais comme si les gens étaient passés quand même dans l'intervalle, dans les coulisses, quoi, dans l'envers du décor. Et donc la deuxième écoute est complètement différente de la première, et cette expérience, le mot expérience, on emploie beaucoup en art contemporain maintenant, l'experience something. Ils ne viennent pas seulement écouter, ils ne viennent pas seulement apprendre, ils viennent expérimenter quelque chose. Et ils expérimentent cette chose étrange que la sensibilité, la sensualité même, peut être reconditionnée, transformée, remise sur les rails, simplement par l'aide des mots et par l'éveil à une dimension du savoir que jusque-là ils ignoraient. On s'était dit qu'on allait montrer au public un tout petit peu le dessous des cartes et donc comment c'est fabriqué si on ralentit le tempo. La première mesure que je joue est celle-ci. Ce sont toujours des petites unités de 2 notes à chaque main. Si je m'amuse à recombiner ces petits paquets de 2 notes les uns avec les autres, je me rends compte qu'en fait il y a des accords très classiques qui sont mis en jeu. Celui-ci par exemple, ou alors ça peut être celui-là. Le sujet de la pièce, c'est le faux. Comment un accord est complètement faussé par l'accord du voisin et comment les 2 pianos, finalement, s'effaussent l'un est le faussaire de l'autre.
On va vous le rejouer. Merci beaucoup à Georges de ces belles explications. Bonne chance. Merci. Voilà, et en général, ils adorent ça. Oui, il y a un spectacle qu'on a créé, je crois, en 2015, donc chorégraphié par Anne-Theresa de Kersmacher, qui s'appelait Vortex Temporum, un petit spectacle assez fort, qui dure 1 heure, mais qui est très intense formellement. Il y a 7 musiciens, 7 danseurs, avec une espèce d'homologie, chaque fois entre un danseur et un musicien. Chaque danseur ou danseuse prenant, disons, un instrument en charge. La partie de flûte, la partie de clarinette, le piano, etc. Enfin, le piano, comme j'ai 2 mains, j'ai 2 danseurs. C'était conçu comme ça du départ. Avec Ictus, on a fait une 20aine de productions avec Rosas, Anne-Theresa de Kersmacher. Moi, j'ai dû jouer dans une dizaine, et donc on m'interroge souvent là-dessus. Est-ce que ça a changé, par exemple, le mode de jeu majestique? Évidemment, j'ai jamais été apprendre dans des entraînements de danse comment bouger le bras pour jouer du piano. Parce que bouger le bras pour jouer du piano est toujours le produit d'une nécessité musicale. C'est justement une question de juste poids. Il faut faire un juste mouvement avec un juste poids. Et c'est en général quand le mouvement est juste, il a trouvé son juste poids et sa juste empreinte qu'il est beau, et pas l'inverse. Il ne faut pas essayer d'esthétiser, sinon on va plutôt rater la note. Il n'y a pas de rapport simple et univoque entre la danse et la musique, mais par contre il y a des similarités de pratique. Les danseurs, ils ne commencent pas à travailler vraiment avant 11h midi, quoi. À 9h, c'est le yoga, et puis l'entraînement à la barre. Même dans les danses contemporaines, ils font toujours pas mal de barres. Et puis toutes sortes d'entraînements techniques, de danse contact, enfin, je sais pas quoi, de danse orientale, ils travaillent. Il y a toujours quelque chose à ruminer, quelque chose à travailler. Exactement comme nous, les musiciens. Oui, il y a une pensée musicale, il y a une théorie musicale. Il y a même parfois des tenants de proximité entre la musique, la philosophie, la psychologie. Mais il y a aussi ce côté intelligence de la main, pour reprendre le nom d'un essai un peu fameux du sociologue Richard Sennett, je ne sais pas si ça vous dit, qui écrit « Ce que c'est la main », une espèce d'apologie du travail artisanal, ou même du savoir de l'ouvrier. La plus belle image serait peut-être celle du potier, qui est très proche, je trouve, de la pratique musicale. Comme le tour du potier, la pratique musicale est quelque chose qui tourne, parce qu'on répète, en fait, on répète infiniment. Et moi, j'ai jamais trouvé d'autre manière d'apprendre une partition que de la répéter. Je pense qu'il faut beaucoup répéter de la même manière que le tour du potier tourne. Et puis alors, au gré de la répétition, au gré du tour, à la guise du tour, on commence à sentir l'objet. Et l'objet musical, c'est aussi bien l'objet instrumental. Enfin, c'est les deux, quoi, qu'il faut essayer d'apprivoiser avec la... C'est pas avec le doigt mécanique, c'est aussi avec la pulpe du doigt, avec la paume, avec le poids des épaules. Il y a tout un savoir alors qui se développe au gré des répétitions d'une manière artisanale. Glenn Gould, qui est un bluffeur, prétendait qu'il faisait ça à table. Je ne le crois même pas. Moi, j'ai toujours aimé les machines. Moi, ne serait-ce que pour moi-même, puis avec mes fils, dès qu'ils étaient petits, on a beaucoup joué sur les ordinateurs. Et moi, j'ai tous les programmes de musique. Par exemple, les derniers disques d'Ictus, c'est moi qui les ai mixés. Je les mixais moi-même à la maison. Quand j'avais 20 ans, c'était absolument impensable. Enfin, on entrait dans un studio d'enregistrement, des jeunes gens qui m'écoutent. Ils ne s'en souviennent pas, n'ont pas connu ça. On entrait dans un studio d'enregistrement, ça ressemblait à un cockpit d'avion. Et moi j'étais très touche à tout, j'avais envie de toucher au potentiomètre. Et il y avait un ingénieur du son qui me... Enfin, tu te rends pas compte, manque de respect, tu sais pas combien ça coûte, et ça coûtait en effet des fortunes. Il y avait des bandes magnétiques, 64 pistes, qui avaient peut-être 20 cm de large, qui tournaient, qui coûtaient une fortune aussi. Et puis soudain sont arrivés les ordinateurs domestiques. Je n'ai pas vu venir, enfin, tout d'un coup c'était possible de faire ça à la maison, avec son casque, dans un petit ordinateur comme ça. Et donc je comprends tout à fait qu'une partie de la jeunesse investisse musicalement le champ des machines. Et il y a beaucoup de musique sur ordinateur que je trouve très bien, moi, très belle. Ça dépend un tout petit peu quelle est la place du corps musicien dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, pour jouer du piano, il faut quand même engager son corps d'une certaine manière, et c'est un peu comme l'épreuve de vérité, quoi. Ou c'est un peu comme le filtre.
Il y a quelque chose de la partition qui passe encore, qui alors, le corps musicien sert alors, si je puis dire, d'interface entre la partition et le rendu sonore, donc entre le monde symbolique et le monde des affects, ou le monde des jouissances sonores. Et bon, c'est une drôle de machine qui fait ça et qui est mise à l'épreuve dans la qualité de son geste. Et un beau geste musical, bon, c'est un geste qui vraiment produit de la musique au sens fort de produire. Un son qui n'était qu'un son, racler une corde avec du crin, devient un son de violon parce qu'on y met une infinité de soins et de détails, milliseconde par milliseconde. Un philosophe de la musique, François Nicolas, disait que, au fond, le musicien n'adresse pas la musique à l'auditeur. Ça vient dans un troisième temps ou dans un deuxième temps. Le musicien adresse la musique à la musique, ou il adresse sa production sonore à la musique. On fait cap vers le musical. C'est au moment où on cherche le juste son. C'est au moment où on cherche le juste son qu'on va sans cesse ajuster son geste pour qu'il devienne musique, pour faire cap vers le musical. Le vibrato, c'est ça. Le vibrato, c'est la touche physique ajoutée, qui est la signature qu'un corps humain est passé par là, et que le choc du corps avec un corps sonore, qui produit un bruit, et bien que ce bruit est élevé à la dignité du musical par un travail raffiné du geste musical. Pourquoi je dis ça, pourquoi je raconte toute cette histoire? Parce que ça, c'est vérifiable avec l'instrument acoustique. Aussi, pourquoi pas avec l'instrument électrique. J'ai une grande passion pour la guitare électrique, je trouve un instrument sublime, avec la pédale wah-wah par exemple, qui engage quelque chose du pied, hein, et qui engage un ajustement du pied par rapport à l'oreille. Il y a un nuage entre le son, l'oreille et le travail du pied sur la pédale wah-wah par exemple, qui est entièrement du côté de ce que classiquement on a toujours appelé le musical, le grand art de l'instrument. Maintenant, avec une machine comme une platine, par exemple, ça marche encore aussi. J'ai vu des DJ qui jouaient... il y avait un travail du casque, de l'aiguille, de la platine elle-même, de turntable. Quelque chose où finalement il y avait une espèce de danse qui était trouvée, et un nouage de l'oreille et du réflexe physique qui allait vers cet ajustement musical dont je vous parle. C'est ça qui me semble important. Qui est toujours une conscience du corps qui agisse à vitesse infinie avec le rendu sonore. La réalité du travail artistique, c'est vrai qu'il y a cette spécificité, disons, c'est qu'on rejoue sans cesse son narcissisme quand même. Il y a la question toujours la question, enfin ça revient toujours de et si ça rate? Et si ça rate, on est ridicule. On joue quand même, que ce soit dans une conférence ou dans un concert, ou la parution d'un disque, la question qu'on engage son honneur, chaque fois, et puis chaque fois recommencer. Ça, c'est la difficulté. Ce serait bien de n'en avoir que faire. Enfin, c'est un moindre mal par rapport à ce qui peut être pénible dans d'autres travaux. Tout en étant conscient qu'on vit une époque extrêmement pénible, vraiment sur la corde raide, toujours prête à basculer dans peut-être une société autoritaire, ou en tout cas une société merdique, enfin. La liberté individuelle, la bulle de silence et de respiration dont chacun a besoin pour vivre est réduite à rien. Tout en étant conscient de ça, le travail artistique est aussi une école d'optimisme, parce que je rencontre tout le temps des gens bien, il faut quand même l'avouer. Les échanges sont nombreux, et même dans un domaine qui est généralement conspué, qui est celui de la production culturelle, des gens qui travaillent dans la culture, qui sont programmateurs de salles de concert, qui tiennent des théâtres, etc., qui sont souvent considérés comme des ronds de cuir ou des artistes ratés. Il y a des gens vraiment formidables, quoi, qui sont des vrais amateurs d'art, qui savent en parler, qui savent organiser des projets, qui savent mettre des gens ensemble. Mais continuer, c'est déjà pas mal. Mettre en place ces conditions pour pouvoir continuer son art, c'est déjà tout un boulot. Donc mon projet, c'est continuer.